Bonjour à tous et bienvenue dans La Légende. Dans La Légende, c'est l'émission qui retrace l'histoire de vos émotions. On parle de cinéma, de jeux vidéo, de musique, de manga, de sport. Et nous voilà réunis à nouveau pour la troisième et dernière partie, normalement, de Zinedine Zidane, a.k.a. Zizou. Et pour cette troisième et peut-être dernière partie de Zidane, un casting toujours aussi clinquant avec Monsieur Roland Courbis, la légende himself. Bienvenue, t'es chez toi maintenant, donc voilà. Je suis venu. Welcome back. Bon, j'ai mis la moitié du temps que la dernière fois. Voilà, maintenant tu connais la route. Maxime à côté de toi, pareil, t'as tes petites habitudes. J'ai mon rond de serviette, ouais. Voilà, SoFoot, welcome back, pareil. Merci Mais encore. On a un nouveau challenger avec nous, Thibaut, consultant RMC. Tu connais un petit peu le bonhomme, donc bienvenue pour cette troisième, mais première partie pour toi. Merci. On s'était arrêté à un moment assez incroyable dans la carrière de Zidane, comme il y en a beaucoup, mais on s'était arrêté à Zidane, ses années réales. Et on a stoppé à un moment particulier, c'est 2006. On va reprendre à ce moment-là. Pour ceux qui n'ont pas vu les deux premières parties, allez-y. Bon, même si on peut se les faire dans le désordre, c'est pas grave. Il y a quelque chose qui fait que ça va être un vrai point d'orgue de la carrière de Zidane. C'est notamment la carrière internationale, parce qu'en 2006, il y a une Coupe du Monde. Sauf qu'à cette époque-là, Zizou, il n'est plus du tout en équipe de France. Je vous laisse la parole. Qu'est-ce qui se passe ? Comment Zidane revient et pourquoi ? Je crois qu'il a entendu une voix. Il raconte qu'il a entendu une voix qui lui a dit de revenir en équipe de France. Il ne l'a jamais vraiment trop expliqué, cette voix, ou quand les gens l'interrogeaient, il n'a pas réussi à la décrire. Si c'était une forme. Voix au téléphone. Non, une voix dans la nuit. Non, c'est pas, ouais. En fait, ce qui est marrant, c'est... Il y a ça... C'est un coup de fil dans la nuit. Ouais. Non, je crois que c'est une voix pendant un rêve, je pense, où c'est assez mystique. Mais c'est pas plus mal que ça reste un C'est mystère. une interview qu'il donne à France Foot au moment où il revient. Et il y a à ce moment-là une espèce de polémique qui s'instaure pour demander est-ce que c'est une voix, est-ce que c'est son frère. Et lui ensuite dit non, mais... il corrige, il dit non, mais en fait c'est quelque chose que je voulais faire, et il revient sur le champ un peu du rationnel, si je puis dire. Et en fait, il y a souvent ça chez Zizou dans son rapport à sa carrière. Il y a toujours un côté un peu mystique que lui-même entretient. Il y a toujours des... lui, il considère toujours, et Roland en parlera certainement mieux que moi, mais lui, il considère toujours que c'est par son travail qui est arrivé, etc. Il s'est jamais considéré comme un génie du football, Zizou, jamais. Et donc, il a toujours considéré, j'ose pas dire avoir le complexe de l'imposteur, mais quasiment. C'est-à-dire que... C'est pour ça qu'il est toujours discret. Toujours discret. Il répète toujours qu'il connaissait des joueurs bien plus talentueux que lui n'était pas du tout le meilleur, mais qu'il était celui qui avait peut-être le plus de désir de réussite. Et ce qui fait que toutes ces décisions comme ça qui peuvent sembler un peu étranges dans sa carrière, et c'est pareil quand il revient au Real, on se demande pourquoi il est parti, pourquoi il revient. Et en fait, il y a une espèce de sa grande interview dans l'équipe, il raconte ça aussi, il revient toujours sur son rapport un peu à sa carrière, qui est toujours un peu dans l'interrogation de comment ça se fait que j'ai un destin comme ça, en fait. Oui, il n'a jamais été dans... j'ai voulu battre des records, j'ai voulu gagner ça, j'ai voulu... C'est vrai qu'il y a ce côté toujours sur la réserve. Et c'est ce qui se passe, du coup, pour le retour de 2006. Alors, 2006, j'aimerais qu'on revienne sur l'équipe de France sans Zizou. Qu'est-ce qui se passe ? Comment ça tourne ? Il se qualifie donc pour la Coupe du Monde 2006. Comment ça tourne à ce moment-là ? Parce qu'il y a un échec de 2002 qui est énorme dans la tête de tout le monde, où 2002, c'est... 2002, c'est même pas un échec, c'était un fiasco. 2002, on n'est pas mauvais, on est ridicule. Donc c'est pas tout à fait pareil. Et ça, un garçon discret mais fier comme Zizou n'a pas dû supporter ce qui s'est passé en 2002, avec en plus lui qui se blesse dans un match. Je ne dis pas d'un match qui ne sert à rien, mais... Un match à visée commerciale, quoi. Voilà, mais presque. Contre donc, la Corée, donc un match amical avant le Coupe du Monde. Ça a dû lui rester en travers, et là, il a eu cette possibilité de pouvoir réparer, entre guillemets, ce mauvais souvenir. Je pense que c'est pour ça qu'il revient. Mais
Il revient un peu avant la Coupe du Monde. Hein. C'est ça, parce qu'il que participe aux c'est lui qui éliminatoires. qualifie. C'est lui qui qualifie. Il y a le match en contre la- Irlande avec le canular de Gérald Dahan, où il y a la fameuse histoire où il met la main sur le cœur et c'est Gérald Dahan en fait qui a appelé Zidane, qui s'est fait passer pour Jacques Chirac. Jacques Chirac qui était malade à la Pitié-Salpêtrière et qui donc Gérald Dahan en profite et se fait passer pour Chirac et demande à Zidane de mettre la main sur son cœur pour en signe de soutien. Et donc c'est vraiment lui qui les qualifié. Ouais. Il revient contre la Côte d'Ivoire et il est capitaine. C'était la première fois qu'il était, enfin pas la première fois qu'il était capitaine, mais c'était la première fois qu'il était intronisé capitaine en équipe de France. Et à lui tout seul, en fait, tout à coup, il y a un souffle qui revient en équipe de France. Et c'était une époque où C'était poussif à l'époque. Hein, ouais, il n'y avait pas vraiment de chef. C'était une période où il y avait une espèce de vacances du pouvoir, si je peux dire, en équipe de France. Et revient, tel De Gaulle en 58, il revient et tout le monde s'unit derrière lui. Et il qualifie l'équipe de France. Et après, qu'il fait un magnifique parcours en Coupe du Monde en 2006. C'est très vrai ce que tu dis. Hein. C'était très poussif et on avait l'impression que personne n'avait les épaules pour reprendre cette équipe. Et malheureusement, c'est triste parce qu'on a cherché un nouveau Zidane et ça a fait du tort à beaucoup de joueurs. Je me rappelle que, je pense notamment à Kamel Meriem. Ouais. Je me rappelle de certaines... Martin. Megni, il y en a eu beaucoup. Il revient après avoir arrêté combien de temps il revient à l'équipe de France? Très bonne question. Il arrête en 2002, il revient en 2004. Non, je crois. 2005. Fin 2004, je crois. Et sur 2005, il arrête 18 mois. Non, mais je il crois. joue. En 2004, il joue l'Euro au Portugal. Oui, il joue l'Euro. Il met le coup franc 2005, contre voilà. l'Angleterre. Il arrête en 2004, Exact. tu as raison, pardon. Tout à fait. Il arrête en 2004, il s'arrête à peu près un an. Il s'arrête un an, il revient en 2005. Il revient fin 2005, je crois. Pardon. Ouais, pas plus, quoi. Non, il s'arrête, ouais. Oui, donc pendant un petit peu plus d'un an, il y a... Et je trouve que honnêtement, hein, sans vouloir jeter le chiffon au visage de qui que ce soit, c'était pas cool dans la presse de placer certains joueurs tout de suite en disant le nouveau Zidane, etc. Il y avait une pression telle, c'était impossible d'avoir un nouveau Zidane et c'est toujours impossible aujourd'hui. Je pense même que c'est une erreur au Bien niveau sûr. de la communication de toujours faire la comparaison avec Zizou. Zizou, c'est Zizou, et puis après, les autres, ils ont leur nom, leur prénom, leur surnom, mais surtout pas comparé avec Zizou. Mais coach, il y avait à l'époque de Zizou, quand il arrive en 94, on cherchait le nouveau Platini. Oui, mais C'était quand il est arrivé, il met les 2 buts contre la République tchèque. On cherche le nouveau Platini pendant des années. On cherche le nouveau De Gaulle. Tu parlais de De Gaulle. On cherche le nouveau De Gaulle. La France cherche toujours des figures. Mais on cherche toujours ce qu'on connaît déjà. Ouais. Effectivement, tu cherches le nouveau Platini et tu as Zidane. Et là, tu cherches le nouveau Zidane et tu as Mbappé, qui a encore des joueurs à chaque fois différents. Ouais, là, entre les deux, il y a quelques années. Mais en termes de leadership et en termes d'importance dans le groupe, et vraiment des joueurs capables à lui seul quasiment gagner un trophée, il n'y en a pas 50. Hein. Oui, mais à contrario, je pense que la comparaison entre Zidane et Mbappé, on n'a pas intronisé Mbappé avec une pression en disant c'est le nouveau Zidane, il doit porter l'équipe de France. Non, parce qu'il a une chance qu'il ne joue pas au même poste et qu'il n'a pas du tout les mêmes caractéristiques. Ouais, et pas la même période. Mais il porte le même numéro. Ouais, on est d'accord. Et du coup, quand Zidane revient en équipe de France, j'ai l'impression qu'il y a eu une cassure en 2002. 2004, ça allait mieux. Mais là, après le retour de Zidane, tout le monde est derrière l'équipe de France. Oui, mais si on regarde effectivement ce qui se passe en 2002, on vient d'en parler, je trouve qu'on est même ridicule. Mais en 2004, on perd contre la Grèce. Le vainqueur, quand même. Avec son marquage individuel d'une équipe avec un profil qui révolutionne un petit peu la période où on pense jamais qu'une équipe jouant bêtement, entre guillemets, le marquage individuel, c'est-à-dire je te suis n'importe où, même si tu vas aller aux toilettes, je te suis. Ça, on ne peut jamais penser qu'une équipe peut gagner un championnat d'Europe, et ça se passe. Et ça, on pensait que l'équipe de France pouvait être à l'abri de ça. Ça fait à Zizou, pour moi, un mauvais souvenir de plus. Donc finalement, quand il revient, il doit revenir avec dans sa tête la possibilité de réparer tout ça et de finir avec ce qui n'a pas été loin, de finir cette carrière internationale de la meilleure façon possible, ce qui n'a pas été le cas. Ah non, on va y venir juste après. Il ne revient pas tout seul, qui plus est Zidane. Il revient avec des joueurs importants. Et qui Claude Makelele. Ouais, Thuram. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, Zizou au Real, le Real n'est pas bien. C'est-à-dire que les matchs de haute compétition,
En 2003-2004, le Real va pas loin, le Real ne gagne pas de titre. Et donc, il y a aussi une dynamique qui, pour lui... éliminé de la Champions League par la Juve, je crois. Voilà, et qui sont dans une dynamique où lui a besoin aussi de haute compétition. Où, tu vois, il s'arrête, et puis il n'y a pas le souffle qu'il avait au début quand il arrive au Real, où il va tout de suite très loin. Il faut comprendre ça dans un contexte où lui aussi a besoin, en fait, d'avoir ce genre de match. L'adrénaline et se challenger, sinon il coule tranquillement vers la retraite, quoi. Donc, Pour toi, il avait peur justement de ça, d'aller vers quelque chose au final et peut-être en regardant derrière se dire Il a dit qu'il voyait les autres partir aux sélections internationales, au Real, et lui il restait à faire des jonglages à l'entraînement avec les jeunes du Castilla, quoi. Donc oui, lui ça l'ennuyait. C'est un compétiteur, hein, Zizou, ça a toujours été l'homme des grands matchs. C'est vraiment il est jamais aussi à l'aise que quand il y a un énorme match à jouer. En fait. Et là, c'est une aubaine pour l'entraîneur ou c'est... Domenech... Quand je dis l'entraîneur, c'est justement parce que c'est Domenech. C'est un peu aussi à cause de Domenech qui part, donc c'est... Voilà. 2004. Et Avien, il prend le pouvoir, hein. En 2006, c'est l'équipe de France de Zizou, hein, pas de Domenech. Non, ils avaient le pouvoir, hein. C'est eux qui dirigeaient, qui faisaient leur équipe. Je pense qu'ils avaient un petit comité des anciens, ils choisissaient, et puis ils ont fait la Coupe du Monde quand tu vois la Coupe du Monde en autogestion, ouais. Et Domenech, il a eu le mérite de moins de pas s'immiscer dedans, quoi. Il l'a redit encore dans sa grande interview dans l'équipe, et ce qui est marrant quand il parle de Domenech, ne cite jamais son nom, jamais. Et il dit toujours le sélectionneur, l'entraîneur. Jamais de toute sa carrière, je l'ai entendu prononcer le mot de Raymond Domenech. C'est comme Voldemort. Mais c'est dire comme je crois, il a une inimitié profonde à l'égard de Domenech. Je crois que c'est le seul qui ne cite jamais le nom. Même Materazzi, il le dit, il a même cité son nom. Mais Domenech, un coach, je crois qu'il jamais, il dit toujours le sélectionneur. À l'époque et encore maintenant, dans l'interview dans l'équipe, il cite jamais son nom. C'est incroyable. Une espèce de rougnasse, tu vois, contre Domenech. Disons que je pense aussi, j'espère ne pas dire une connerie, c'est que quand il revient, il est persuadé, et en plus c'est exactement ça, que ce n'est pas Domenech qui veut que Zizou revienne. C'est ça, ouais. C'est au-dessus de Domenech, donc ça n'a rien arrangé dans la relation Zizou-Domenech, ce retour. Il se sélectionne du coup les anciens. Et en fait, c'est pas un renouveau, en fait, finalement. C'est les anciens qui reviennent au pouvoir. Et c'est pour ça que cette Coupe du Monde-là aussi, la France partait pas du tout favorite. Hein. Oui, mais elle est intéressante quand on dit c'est pas un renouveau. Il y a quand même un petit nouveau en équipe de France à ce moment-là, qui est aussi adoubé par Zizou, quoi. Francky. On a Franck Ribéry qui va faire un mondial quand même incroyable. Hein. On se rappelle de certains matchs. Et Malouda aussi qui fait un beau mondial. Bien sûr, ouais. Donc au final, je le vois pas comme quelqu'un qui vient prendre la place d'un autre, parce que personne n'a pris sa place à lui, mais plus comme quelqu'un qui vient vraiment. Je suis désolé, mais il vient en sauveur en fait. Il vient pas autrement, Zidane. Ça, c'est une vieille tradition française. C'est le sauveur, l'homme providentiel. On cherche ça tout le temps dans notre histoire et même encore maintenant dans le sport. On cherche toujours le grand joueur qui va nous faire gagner des titres. On n'a pas du tout une conception du sport qui est faite à partir du collectif. C'est le grand joueur qui vient un peu résoudre un peu tous nos grands antagonismes, nos grands problèmes. Et Zizou, la grande qualité de Zizou, c'est il rentre parfaitement et bien volontiers dans ce rôle d'homme providentiel et il ne parle pas. Donc, c'est une raison supplémentaire pour le charger encore plus d'une mission que lui, il accepte sans le dire. C'est lui le capitaine, à l'époque. Ouais, c'est lui le capitaine. Hein. Il arrive comme capitaine. Mais il est qualifié, hein. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, mais la France, elle est mal en point. Ouais, hein. Le déplacement en Irlande, on ne sait pas encore si la France va passer ou pas, quoi. Donc il peut aussi se vautrer, quoi. Le fameux déplacement en Irlande, ouais. Il met tout le monde d'accord, en fait, à ce moment-là. Donc, il qualifie la France, enfin, la France se qualifie avec Zidane. Arrive la Coupe du Monde, alors... On va prendre notre temps. On l'a, là, on arrive sur la fin de... Voilà. Mais cette Coupe du Monde de Zidane, elle est incroyable. Si on fait la comparaison avec celle de 98, il n'y a même pas de comparaison possible à faire. Celle de 98, elle est quand même bizarre. Il fait cette erreur de se faire expulser. Donc, après, il rentre, il fait un match correct. Et on ne s'attend jamais à une finale avec 2 buts. Oui, 2 buts, mais 2 buts de la tête
même si son jeu de tête a pour moi été méconnu par rapport à la qualité qu'il pouvait avoir. Mais sur un corner, on s'imagine plutôt Zizou en train de le tirer, le corner, que de le reprendre. Surtout qu'il la prend de la tête, lui, il la prend de la tête à 1m20. Ouais. Et puis bon, La force de la calvitie, on ne répétera jamais assez. si c'est le premier ou le deuxième, elle passe entre les jambes du Brésilien qui est au premier poteau. C'est le deuxième, je crois. Donc ça fait quand même... Mais même sans aller jusqu'à 98, par contre, il reste sur un Euro 2004, on l'a dit, quand même balèze. Il y a le premier match, quoi. Le premier match, mais... Et 2002 aussi, catastrophique. 2002... Ça fait 2004, ils au moins sont doublés contre l'Angleterre. La France perd contre la Grèce, mais c'est vrai qu'on perd contre l'Angleterre à 89e minute. Ils marquent le coup franc. Et après, sur leur coup d'envoi, les Anglais... choke, ils perdent le ballon, penalty, là ils le tirent et c'est fou. Ça reste dans les mémoires. Le match est fou. Le match est fou. Le Ouais, match est dingue. Même si le parcours est nul, parce qu'on perd contre la Grèce, mais finalement c'est un match qui reste dans la mémoire. Je me souviens, le premier match, moi j'étais épuisé en fait. Je me disais, c'est déjà haletant. C'est déjà fini en fait. C'est presque déjà fini en fait. Quand t'as vu un match comme ça, après, bon, tu sais que tu vas t'en souvenir, quoi. Que c'était un match de ouf. Moi je me souviens, j'étais sur la place de l'Hôtel de Ville. Et 2006, finalement, le début est compliqué comme chaque début de compétition. Et puis après, ça déroule, quoi. Mais en fait, c'est très compliqué. Tu Togo. joues un match, il faut pas que tu perdes contre le Togo. Ouais, faut pas que tu perdes contre le Togo, ouais. Et c'est le dernier match. T'es mal, hein, déjà. T'es le dernier match contre le Togo. Le premier tour, il est dur. Hein. Et Togo, il y a aussi le souvenir d'une autre équipe africaine, le Sénégal. Ouais, donc c'est pour ça. il y a tout qui est un petit peu dans le même schéma. Une habitude que j'ai, je ne sais pas si c'est une bonne habitude, mais bon, là c'est trop tard maintenant pour que je change. C'est que j'essaie toujours de regarder ce qui a pu se passer avant le constat. C'est-à-dire quand on regarde la finale, ben moi je suis, disons, maniaque au point de me dire, dans cette finale, finalement, qu'est-ce que c'est qui est le plus important et qu'on va garder encore aujourd'hui, c'est le coup de tête de Zizou à Materazzi. Alors que pour moi, la chose la plus importante, c'est la sortie de Vieira qui est énorme à ce moment-là et qui est d'un niveau extraordinaire. Et je pense que je reviens jusqu'au match de poule. Ce dernier match contre le Togo, au lieu justement de pouvoir souffler et de mettre Vieira au repos tranquillement en s'étant qualifié, ben non, on n'est pas qualifié, il faut impérativement battre le Togo. Et cette essence qui est dépensée par Vieira, on le paye en finale. Parce que quand Vieira sort, je ne sais pas si on se rappelle, et qu'on n'est pas aveuglé par toujours ce coup de tête, l'équipe de France est en train de dominer l'Italie. Et je pense que, en ce qui concerne les changements, Raymond Domenech, il peut être inspiré, on peut ne pas être inspiré. Remplacer Patrick Vieira par Diarra, je pense qu'il y avait autre chose à faire. Un joueur un peu plus offensif. Pour moi, on ne serait pas allé au tir au but contre... Alors, il n'y a aucune preuve dans ce que je dis, mais en ce qui concerne le souvenir, pour moi, le souvenir et la précision de ce souvenir, oui, le coup de tête, d'accord. Mais la sortie de Vieira, pour moi, est catastrophique. Si on revoit cette finale, et j'ai eu le temps pendant le confinement de regarder certains matchs, au lieu de regarder uniquement le résumé, je les ai regardés de A à Z. Mais si vous avez le temps, regardez la finale, regardez dans quel état est l'Italie au moment où Vieira sort. C'est abominable de perdre ce match. Justement, dans ce match-là, parce qu'effectivement, je l'ai revu récemment. Moi, l'impression que ça m'a donné, c'est que, et même sur la demi-finale contre le Brésil, où on a un Zidane qui marche sur le Brésil. En fait, il y a demi-finale. Quart de finale, le Brésil. Quart de finale contre le Brésil, pardon. Quart de finale contre le Brésil, où on a gardé le souvenir d'un Zidane qui marche sur le Brésil. Et en fait, quand tu regardes le match, effectivement, il est stratosphérique techniquement. Le truc, c'est qu'il est déconnecté complètement de l'équipe. C'est-à-dire qu'il y a plein de fois, la fameuse séquence où il part en passement de jambes, doublement. Ouais. Tu sais ce qu'il fait après ? Il la met dans l'espace, personne ne suit. Et il y a 2-3 occasions comme ça, à chaque fois il part, et en fait il est en décalage avec l'équipe, parce que l'équipe à ce moment-là, et on le voit sur la finale contre l'Italie, c'est
la stratégie de l'équipe, c'est Chandel derrière, parce que tu as Gallas, Thuram, Vieira et Makélélé, où ils sont monstrueux les 4. Physiquement, il n'y a personne qui y passe, mais il n'y a pas de volonté véritablement d'aller vers l'avant. Je rajoute une précision à ce que tu dis. Ce qui fait que Zidane est assez déconnecté. Il y a des séquences où il ne touche pas le ballon pendant 2-3 minutes. Ce France-Brésil, avec le souvenir que tout le monde dit, y compris moi, que c'est peut-être le meilleur, voire l'un des meilleurs matchs de Zizou. Quand je le revois pendant le confinement, ben je vois un Zizou brillant par certains moments, mais je ne vois pas le Zizou avec une note 9 sur 10. Je vois un Zizou avec une note 7 sur 10, ce qui est déjà pas mal. Et ensuite, il y a un truc qu'il faut constater aussi dans cette période-là, quand Zizou revient en équipe de France, nous avons quand même Ribéry, ok, mais il y a Thierry Henry. Normalement, on s'imagine une relation complémentaire entre Thierry Henry et Zizou. Je ne dirais pas que c'est tout le contraire, mais presque. Bah oui, Zizou, Thierry Henry, je ne savais pas, je l'ai entendu et je l'ai lu. En ce qui concerne les stats de la passe décisive, oui, si on peut appeler ça une passe décisive, c'est un coup franc que justement Thierry Henry reprend au deuxième poteau. Ça aussi, c'est le hasard du football. Ou le mauvais coaching de l'entraîneur aussi, tu penses pas ? Franchement, on se parle franchement. Est-ce que si, pour vous, il y a un manque de liant entre différents secteurs de jeu, alors que tu as un Zizou quand même qui est au top de sa forme et que tu n'arrives pas à faire les transitions, à te projeter vers l'avant. Le football de 2006, c'est pas le football de maintenant. Bien sûr. Où tu avais encore un football qui était... C'était très compartimenté. Où tu pouvais... l'idée de jeu, c'était toujours avoir une grosse défense et puis on donne un ballon à Zizou qui va temporiser et après on part dans l'espace. C'était un peu ça le système de jeu. Et la grosse force de l'équipe de France en 2006, c'est son milieu de terrain. Enfin, ces quatre milieux de terrain qui sont infranchissables, quoi, vraiment, qui sont tous au top de leur carrière à ce moment-là. Et donc Zizou, lui, il intervient un peu comme le Deus ex machina, quoi, celui qui va te mettre à la pointe de technique. Sauf que le problème, et on va en parler, l'un des problèmes que ça engendre, la finale de 2006, il y a des séquences de jeu, parce que les ballons... Tu as Pirlo d'un côté et Zidane en face. Sauf que Pirlo, il joue pas à même poste. Zidane, il joue un peu plus avancé. Pirlo, il joue vraiment juste devant la défense. Donc, ce qui se passe, c'est que Pirlo, il met des chandelles par-dessus Zizou pendant tout le match. C'est fait que tu as des séquences de jeu, pour l'éviter évidemment, des séquences de jeu où il touche pas le ballon pendant 2, 3, 4 minutes. On n'imagine pas maintenant, même un Iniesta, pas toucher le ballon pendant 3, 4 minutes. C'est-à-dire, tu as ton meilleur joueur qui touche pas le ballon. Donc, ça veut dire que lui, il se déconnecte du jeu. Et comme il se déconnecte du jeu, avec la pression, avec le peu de fois où il touche le ballon, il suffit qu'il y en ait un qui arrive pour le faire péter les plombs. Et je pense que c'est pour ça qu'il pète les plombs. C'est parce qu'il est déconnecté sur des séquences trop longues pendant le match. Donc il est plus concentré. Il touche pas assez le ballon. Voilà, en fait. Il est plus concentré sur le ballon, mais il est sorti du jeu en fait. Donc, oui, parce que de fait, c'était la stratégie des Italiens, c'est de l'éviter à tout prix qu'il touche le ballon. Donc ça va passer par-dessus, quoi. Donc tu passes par-dessus le milieu et de fait, c'est le cas. Et il touche assez peu le ballon en réalité. Alors évidemment, comme c'est Zizou, quand il le touche, c'est brillant, on s'en souvient. Mais quand tu revois le match, en fait... Tu t'en souviens aussi parce que dès la 7e minute, il y a Panenka. Donc en fait, il a déjà fait son match. En Bien fait, sûr, voilà, dès la 7e minute... c'est déjà le héros de la 7e minute. C'est déjà le héros du match, à ce moment-là. Parce qu'en plus, il faut le rappeler qu'en 2006, on se dit à chaque fois que c'est peut-être son dernier match. Mais c'est à chaque fois, complètement C'est un scénario C'était marrant parce que les 8e de finale, la presse espagnole, il y avait toute la séquence avant le match, on va l'envoyer à la retraite, et tout. Et finalement, il marque le but et il les envoie. Et quel match Avant la finale, c'est en 8e, donc. Avant la finale, on ne se pose même pas la question si c'est le dernier match. Moi, ce que je me rappelle dans les débats que j'ai pu entendre, voire même participer, c'est qu'on allait vivre quand même quelque chose d'extraordinaire. C'est le dernier match d'un grand joueur comme Zizou, une finale de Coupe du Monde, mais je crois que ça n'a jamais existé. Qu'un gars puisse se dire « je vais participer au dernier match officiel de ma carrière dans ma sélection, c'est la finale de la Coupe du Monde. » Parce qu'il n'y a aucun joueur qui va considérer qu'une finale de Coupe du Monde puisse être un début de déclin. Oui, c'est ça. Tous les joueurs vont considérer que c'est l'apex de leur carrière, c'est vraiment le sommet de leur carrière. Ou alors on peut penser aussi que c'est un final et une finale, on ne peut pas faire de jeu de mots, extraordinaire. Un jubilé. Finale de Coupe du Monde. Et je ne sais pas si justement, inconsciemment,
Le fait qu'on peut me dire non, mais il était concentré. Non, oui, concentré, évidemment. Ça jusque-là, j'arrive à suivre. Mais que Zizou puisse péter un boulon comme ça, en mettant un coup de tête à un joueur qui l'insulte, dans une finale de Coupe du Monde, je pense que là, il était dans un état second. Oui, après... et la preuve de cet état second, si je peux me permettre, c'est quand Zizou tire un penalty en Coupe du Monde, faire une panenka qui a failli être ratée. Parce que c'était pas n'importe qui dans les buts. Hein. Oui, mais le commentaire de Zizou, ça ne ressemble pas à Zizou. Quand il dit « je voulais marquer la finale d'un geste ». Là, pour te dire qu'il est vraiment dans un état second d'un grand joueur qui fait son dernier match, une finale de Coupe du Monde. Et il est là pour moi. La construction du coup de tête, elle est là. On le voit dans la panenka. C'est pas Zizou qui fait une panenka face à un gardien qui est son ancien c'est justement pour ça. En fait, il a expliqué pourquoi il a fait la panenka. Après, peut-être qu'il a pas... Ils n'ont pas joué ensemble, hein, je crois, la Juve, Buffon et... Non, c'est le transfert de Zidane qui permet d'acheter... qui fait une erreur. Si je dis pas de bêtises. Avec Trezeguet, voilà, qui après rate le penalty. Parce que le transfert de Zizou permet d'acheter Buffon, Thuram et Nedved. En tout cas, ce qu'il explique, peut-être qu'il l'a post-rationalisé, mais il explique que Buffon le connaissait très bien. C'est vrai que Zidane, il tirait toujours à droite des gardiens. Donc il tirait à gauche. Et en fait, il dit, Buffon, il sait où je vais tirer. Donc il explique qu'on est à la 7e minute, il lui reste 83 minutes pour rattraper sa bourde s'il se loupe, quoi. Et donc il dit, c'est pas fou de faire une panenka alors que la personne en face, et personne va se dire, aucun gardien va se dire que tout Zidane qu'il est, on va tenter une panenka en finale de Coupe du Monde. Mais parce que c'est vrai que la mentalité d'un grand joueur, d'un grand champion, c'est pas de se dire quel stress, je suis en finale de Coupe du Monde. C'est enfin je suis en finale de Coupe du Monde. Je vais enfin pouvoir être celui que je suis vraiment, et peut-être que c'est ça. Peut-être que le vrai Zizou, c'est celui de la finale de Coupe du Monde. Possible. Et pourquoi ? Parce que c'est le dernier match. C'est comme le dernier jour d'école. Tu peux faire ce que tu veux en fait. Tu sors les... il peut rien t'arriver. Les jeux de société, tu t'amuses. Ce qui est marrant, c'est qu'il a été suspendu. Après le match, il a pris une suspension. Dernier jour d'école, tu peux toujours en vigueur. Mais Materazzi aussi a pris une suspension. Et Materazzi, il est outré. Je relisais une interview avant de venir. Il est outré du fait que c'est peut-être la première fois. Il a raison en fait quand tu prends du recul. C'est la première fois que quelqu'un. C'est la VAR parce avant qu'il a provoqué. Parce qu'il a provoqué, s'est fait suspendre parce que tu provoques. Mais t'as le droit de provoquer. Depuis quand t'as pas le droit de provoquer dans des matchs ? Il a rien fait en fait. Alors tu vas t'attirer les foudres de beaucoup de gens, mais je suis d'accord dans les faits. Et après coup, avec beaucoup de recul, c'est maintenant. C'est pas répréhensible, oui. Il n'y a rien de répréhensible. Et il a pris une suspension pour ça, parce que la FIFA voulait laver un peu. Bien sûr. Oui, parce que ça a été un scandale, on va venir juste après. Mais là où je suis d'accord, c'est que ce geste-là de Zizou qui intervient en finale, c'est là où ça ne lui ressemble pas dans l'absolu. Parce que ce genre de geste, on l'a dit, il en a eu plusieurs. Je me rappelle en Ligue des Champions avec la Juve. Je crois que c'était Ancelotti d'ailleurs, l'entraîneur à l'époque. Je me rappelle en championnat. Zizou, c'était quand même, il y a eu des coups de sang à de multiples reprises. 10 cartons rouges, je crois. Mais là, en finale... Dans cette recherche intéressante, essayons de rechercher aussi si dans toute sa carrière, il en a quand même tiré des pénaltys, des coups francs, mais je parle des pénaltys. Zizou a fait une panenka. Non, jamais. Non, moi, celui que je me rappelle qui a tenté une panenka dans un tournoi majeur contre toute attente, c'est Totti avec l'Italie. C'était en 2000. D'ailleurs, il tirait assez peu les pénaltys dans ses clubs. Parce qu'il y avait toujours, même au Real, c'était Figo et Beckham. Et lui, il n'était pas. Il n'y a qu'en équipe de France où il était numéro 1. Parce qu'à la Juve, c'était Del Piero. Même en 2000, il tire contre le Portugal en demi-finale. Il tire. Mais quand en équipe de France, en club, il n'en tirait pas beaucoup des contre l'Italie 0-0. Il le tire le penalty. Contre l'Italie en 98. 98, à la fin Bonne question. T'as Lizarazu qui tire, t'as Henry, t'as Trezeguet. Je crois qu'il le tire. Je crois qu'il tire le 3e, effectivement. Ouais, je pense qu'il tire. Ouais. Et pareil, j'ai pas donné une bêtise. Je peux te dire qu'il manque, mais je ne veux pas le dire. Je m'en rappelle. Non, je crois qu'il le tire parce qu'il n'est pas remplacé et c'est la logique absolue qu'il le tire. Il y a Di Biagio qui le rate. Albertini derrière Lizarazu. Lizarazu le rate et Albertini, je crois qu'il rate le premier penalty de sa carrière. On était quand même en pleine réussite dans cette Coupe du Monde.
Bon, je ne vais pas m'exprimer. 2006 du coup. 2006 oui, moi j'ai le cœur partagé entre l'Italie et la France, hein, donc c'était un moment très particulier pour moi. Du coup, 2006, scandale incroyable, tout le monde le sait. C'est même pas un événement sportif, ça devient un événement politique. Le coup de tête de Zidane, pour le grand public, on a l'impression, d'après certains commentateurs, et c'est compréhensible, hein, qu'il annihile tout ce qu'il a fait auparavant, en fait. Ce coup de tête va limite gommer toute sa carrière. L'exemple qu'il donne à la jeunesse, au monde du sport, on a un retentissement médiatique et politique qui est incroyable. Moi, j'ai un certain âge, mais de mon âge, je ne crois pas avoir connu un fait de jeu footballistique en France. Il y a eu la main de Thierry Henry. Ouais. La main de Thierry Henry, Ouais. oui, c'est Et vrai. après. Mais voilà, ça... Oui. On s'en souviendra plus dans quelques années. C'est ce coup de tête qui fait que ce match est inoubliable aussi. Enfin, c'est le duo Panenka-coup de tête. C'est ces deux, Du meilleur au pire. deux moments Ils se répondent. qui se répondent et qui font parce que le match n'est pas un grand match sportivement, c'est pas il y a des très beaux corners, très bien frappés. Il y a beaucoup de tension. Il y a beaucoup de tension. Ils se connaissent les deux équipes très bien et puis ça joue quand même pas mal en chandelle. Il n'y a pas une grosse intensité. Enfin, il y a une intensité émotionnelle, mais en termes de football, c'est pas un grand match. Très tactiquement, défensivement, côté Italie, c'est fort. C'est Oui, fort. non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas un match brillant, quoi. Tu vois, Oui, c'est pas spectaculaire. C'est pas spectaculaire. En revanche, il y a la tension est telle qu'effectivement, ça en fait un match inoubliable. Mais bon, Et tu es départagé au tir au but. Quand tu perds un match au tir au but, quelle que soit la compétition, et pour 10 centimètres, tu as toujours le commentaire, c'est-à-dire, oui, on a perdu sans perdre. Tu vois, donc c'est comme ça. Le match s'est terminé par un match nul. Mais les tirs au but, c'est le règlement, donc tu as perdu au tir au but. Mais coach, au-delà du résultat, le traitement médiatique sur l'affaire du coup de boule, après, qu'est-ce que t'en penses, toi ? Quand tu vois Zizou qui pète les plombs, qui fait ce coup de boule, et après tout ce qui se dit, on ne parle que de ça. Et qui après doit intervenir dans les médias avec Denis. Il doit s'excuser. Finalement, il s'excuse pas. Je trouve que c'est tout simplement exagéré, et ça, je le dis pas par sympathie et par affection pour Zizou. Oui, ok. Il y a ce réflexe qui est un mauvais réflexe. Un geste, bien sûr. Mais bon, ça va. Celui qui a le mauvais réflexe parce qu'il vient de se faire insulter, si on parle de concours de circonstances, oui, plutôt circonstances atténuantes, alors là, je lui accorde sans aucun problème, parce que la question qu'il faut poser à tous ceux qui l'ont critiqué, à sa place, est-ce qu'ils auraient fait pareil ou pas ? Après, c'était les débats de l'époque. On disait c'est un professionnel, c'est du sport, oui. Quel exemple pour les enfants, même internationalement, quel exemple pour la France, etc. On a eu des émissions des JT, tu le disais, hein, Thibaut, hein, on a sommé Zizou de s'excuser. Mais je suis plus tolérant que la moyenne. Mais globalement, c'est on l'a excusé, je trouve, globalement. Ça a mis du temps quand même. Ça a mis un peu de temps, mais bon, c'était sur le moment, c'était l'émotion du moment, mais après coup, tu te souviens... Et puis il y a des théories. Qu'est-ce que Materazzi a dit à Zidane pendant longtemps? C'est la première chose qu'on se dit, je me souviens dans le direct, on se dit, on voit l'image... Qu'est-ce qu'il a bien pu faire pour le mettre dans cet état-là ? Qu'est-ce qu'il lui a dit? Oh, on peut le deviner. Ah oui, c'est sûr. Oh Zinedine, oh Zinedine, pas toi, pas ça, pas maintenant. Mais c'est marrant ce que tu as fait. J'ai relu les commentaires de... Extraordinaire les commentaires de Gilardi. Et les commentaires italiens, c'était quelle indécence. Et à la douche. Donc, tu vois, c'était en fait, sur la Sky, il parlait d'indécence et... Sachant que Zizou a une cote de popularité énorme en Italie. Hein. C'est bah oui, quelqu'un oui, qui est bien aimé, bien sûr, mais bon, c'est toujours le Coupe du Monde. Bah donc oui, il faut être partisan. Hein. Mais je pense aussi, le fait qu'on la perde, si on la gagne, t'oublies en fait, je pense, ce carton rouge. Tu l'oublies un peu. Bah, moi, je pense que la le perd football qui rend ça. français change complètement si on gagne ce match sans Zidane. Alors, change en bien ou en mal? En bien. C'est-à-dire que derrière, tu as une nouvelle génération et tu t'instaures une sorte de nouveau cycle où tu sais gagner les grands matchs sans un grand joueur, sans un grand leader. Je pense vraiment que ça change. Alors bon, c'est pareil, c'est des dystopies, quoi, peut-être, tu vois. Mais je crois vraiment qu'il y a à ce moment-là un virage
dans le football français, on se dit... Et oui, complètement. voilà, et on se dit, en fait, on ne peut pas gagner sans Zizou. Les commentaires, ça aurait été, malgré le dérapage de Zizou, l'équipe de France gagne quand même. Je ne fais pas une leçon de français, mais on souligne malgré et quand même. Donc, alors que là, c'est pratiquement lui, le responsable, on n'a pas comme réflexe de dire c'est peut-être grâce à lui qu'on est en finale. Non, c'est à cause de lui qu'on perd au tir au but. Il passe de sauveur à coupable. Oui, même celui qui rate le tir au but de chez nous, ben on s'en fout. Mais de là à penser que... Ok, pourquoi pas. On dirait pas une Aïsna. Peut-être. Si c'est là où tu veux en venir, Thibaut. C'était parce que du coup, je me refais pas court après, moi. Moi aussi. Je viens de connecter les fils, là. Dans le sens où tu gagnes un match aussi important, malgré le coup de sang de son capitaine. Et ça serait passé uniquement comme un phénomène qui est un phénomène qui aurait pu être intéressant, mais qui reste accessoire à côté de l'essentiel. Là, le problème, c'est que ça devient le centre de ce match-là et de toute l'interprétation. Il faut bien penser que les finales de Coupe du Monde, c'est des matchs dont on se souvient toute sa vie, tu vois, donc ça a une importance considérable. Et surtout quand cette finale, c'est justement le final de ce grand joueur. Et on revient sur Domenech. Si la France gagne, est-ce que Domenech il part pas justement sur la victoire ? C'est la seule chose qui m'a rassuré, c'est que je me suis dit parce que Domenech champion du monde, j'aurais... Oui, mais tu le vois encore, et puis après, on sait ce qui se passe, les mensonges ou les non-dits qui vont provoquer des choses incroyables, des demandes en mariage, des bannissements de joueurs qui n'ont pas mérité. Le fait que Domenech reste à la tête de l'équipe de France, pour moi, l'anomalie, c'est pas là. Non, c'est l'Euro. C'est après 2008. C'est l'Euro. Mais que derrière une finale de Coupe du Monde, le sélectionneur reste en place. Non, mais ce que je dis s'il gagne. Est-ce qu'il part pas s'il gagne ? Voilà. Est-ce qu'il ne dit pas j'ai gagné la Coupe du Monde, je m'en vais ? Et donc, puisqu'on parlait de changement de. Voilà. Non, là, je m'imagine. Même pas encore. D'accord. Bon, c'était un rêve. On peut passer à ça. Donc 2006, grand chambardement. Zizou quitte l'équipe de France, non pas comme on l'aurait tous souhaité ou presque, mais en fait, ça a un côté dramatique. C'est extraordinaire comme histoire. Voilà, c'est un peu du romantisme aussi. C'est-à-dire que c'est une histoire d'amour qui se termine. Les grands films, les grandes histoires, elles finissent toujours mal. Parce que quand elles finissent mal, tu regrettes, tu te dis mais pourquoi il a fait ça ? C'est le cliffhanger ultime, là. Voilà, et tu te dis... et c'est comme ça que tu le gardes en toi, parce que si ça terminait bien, c'est gentil, ça finit un peu à l'eau de rose. Il a gagné la Coupe du Monde, il est parti, c'est formidable. C'était prévisible. C'est prévisible, c'est un peu chiant, en fait, comme histoire. C'est beaucoup plus marrant d'avoir une histoire où le meilleur joueur qui était revenu, on ne savait pas s'il était en retraite, il revient et tu te rends compte, il les amène jusqu'en finale, lui tout seul, et il met une Panenka, en plus on se dit ça y est, il est arrivé en haut, et au dernier moment... Il lui parle de sa sœur et boum. Surtout, il met une tête après qui est sortie dans les quelques... Bien sûr. Juste avant la fin du match, il met une tête sortie par Buffon. Ouais, incroyable. Elle est folle. L'arrêt, il est fou. Mais ça joue juste avant, en fait. Enfin, oui, tu vois, bien sûr. Mais justement, comment Zizou arrive à reprendre sa carrière en main après ça ? Il coupe, déjà. Ouais, il coupe. Il coupe pendant 2-3 ans. Il fait plus que des pubs. Et, il fait Limoges, là, je crois qu'il part à Limoges. Il part à Limoges un peu après, je crois. Donc après, plus de foot, et c'est fini il coupe avec... vraiment pendant 2 ans, je crois qu'il se consacre à sa famille, parce qu'un de ses grands regrets, il est très très proche de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Famille nombreuse, une fois de plus, il fait les choses, même s'il y a eu ce mauvais réflexe. Par contre, au niveau après de la réflexion, je ne fais pas de jeu de mots, et je trouve extraordinaire ce qu'il fait. Alors que ça reste quand même Zinedine Zidane dit Zizou, et qui peut quand même se permettre aussi d'avoir certains avantages pour devenir déjà un entraîneur, avant même de penser à un grand entraîneur. Donc, mais il va mettre du temps avant de se dire qu'il veut être entraîneur. Justement, pour éviter qu'on puisse le critiquer une fois de plus, il va à Limoges, il passe son diplôme de management, il passe tous ses diplômes, il s'occupe de la réserve pour faire son apprentissage d'entraîneur. Il y a aussi, on en parlait avant l'émission, je ne sais pas ce qu'on peut en penser, mais j'entends toujours que Zizou a gagné 3 Champions League dans sa carrière d'entraîneur, ce qui est déjà extraordinaire. Mais moi, ce n'est pas par sympathie, je lui en rajoute une 4e. Quand on est adjoint d'un entraîneur, ce qui a été le cas avec Ancelotti, et qu'on est sur le banc en tant qu'adjoint,
dites-moi si je dis une connerie, je ne me vexerai pas. Mais on gagne la Champions League, non? Bah oui. Il y a bien, et Dieu sait qu'ils sont sympathiques, certains joueurs de notre équipe de France qui n'ont pas joué une minute en Coupe du Monde et qui sont champions du monde. Je ne l'ai pas quand même inventé. Et tant mieux pour eux. Il ne faut pas une minute de jouer pour être sacré champion, justement. J'ai pas l'impression, ou alors... On peut penser même à Ronaldo. Adil Rami est champion du monde de 2018. Hein. Ouais. Il n'a pas joué une seule minute. Mais... Je crois que c'est plus en Ligue des Champions ou en Coupe d'Europe. C'est pour la sélection qu'il faut. C'est pour la sélection. Pour la sélection, il faut jouer une minute. Mais Zizou, Non, je veux dire ça, pourquoi? Parce que C'est pour ça que les mecs il a même été aussi adjoint. Bien sûr, et il a gagné. Il était donc dans le vestiaire, il devait certainement dire certaines choses, il devait donner son avis à Ancelotti, et ça ne fait pas partie dans son CV d'une Champions League. Ce qui est intéressant, si on part sur le Zidane entraîneur, la différence entre le Zidane adjoint et le Zidane entraîneur, je me souviens moi très bien de la différence où tout à l'heure, on a quelques images en tête de la première finale où il est adjoint, et tu vois un Zizou très nerveux, très tendu, qui fait des grands gestes, même qui parfois, entre parenthèses, c'est le seul adjoint qui est en costard aussi, au même titre que l'entraîneur principal. C'est la seule fois dans l'histoire du football où tu avais deux types en costard. Normalement, l'adjoint, il n'est pas en costard. Zidane, il est aussi en costard parce que c'est Zidane. C'est illégal, hein, il n'a pas le droit, il doit être l'adjoint doit être habillé comme les autres. Mais Zidane, c'est différent. Je ferme la parenthèse, il est très nerveux. Il donne des indications, parfois un peu de manière intempestive, parce qu'il n'est pas censé là donner des indications. Un adjoint n'est pas censé se lever, même. Et il va devant Ancelotti. Ancelotti. L'année suivante, il devient entraîneur. Il change complètement. Ultra calme, sérénité, main dans les poches. Peut-être il surjoue même le mec calme. Parce que tu le vois quand ça le connaît, donc tu le vois quand il est un peu tendu, etc. Mais il apporte cette sérénité. Qui est lié à son éducation, son rapport à son père, mais qui, je crois, qui est une sérénité qu'il a appris à avoir, mais que sur le fond, les gens qui le connaissent disent que sur le fond, en fait, il est beaucoup plus nerveux que ce qui semble apparaître. Il ressemble plus à sa mère. Apparemment, la mère est un peu plus nerveuse sanguine que son père. Et donc lui, c'est un espèce de mélange. Et le fait de passer d'adjoint à entraîneur principal, en quelque sorte, il est passé de la mère au père, quoi. Il a changé en fait son costume. Enfin, il a gardé le même costume, il a changé sa manière d'être, et il a gardé ça, il a réussi à le maintenir avec cette espèce de calme et de sérénité qu'il a transmis à ses joueurs. Ce constat que tu fais est très intéressant. Je pourrais rajouter que on s'aperçoit que c'est un bon comédien. Oui. Et que ça fait partie de la qualité d'un entraîneur, d'être un bon comédien. La Volvic, c'est-à-dire de donner l'impression que tu es calme, alors qu'en vérité, à l'intérieur, ça bouillonne. Ça fait partie de ses qualités. Et même dans une conférence de presse, je le trouve assez habile. Il a la chance d'être charmant. En plus, il est souvent souriant. Tu regardes... Il ne dit pas grand-chose. Ça fait rien. Il ne dit pas grand-chose, mais dans la façon qu'il a de parler, je m'imagine, si j'avais été, malheureusement, je n'avais pas ces qualités-là, un de ces joueurs, et que je vois mon entraîneur qui parle comme ça, mais je me sens costaud, et les adversaires, là, c'est tout le contraire. Quand tu vois Zizou tout à fait calme, décontracté, souriant dans une conférence de presse, tu te grattes la tête et tu vas dire ouf, ce Real, là, il va falloir quand même être bon pour les éliminer. Donc, et ça fait partie pour moi de ses qualités. Alors, question, là, il a fait adjoint, entraîneur, on va venir sur ces titres qu'on a évoqués, mais sur justement ce moment de flottement entre sa carrière de joueur et d'entraîneur, il y a parfois des doutes sur ce qu'il va faire après, parce qu'on ne le voit pas forcément en tant qu'entraîneur. Parce qu'on a, Personne ne le voit entraîneur. Personne ne le voit entraîneur. On a cette facette de lui où on se dit, Zidane, il est trop discret, réservé. Non, qu'il reste dans le football, ça, on en est pratiquement sûr. Et ça serait dommage que ce ne soit pas le cas. Mais devenir entraîneur, et je ne parle même pas entraîneur tout court, du Real Madrid en plus, et avoir, c'est même pas ce changement, c'est cette métamorphose qui fait que, autant en communication que dans ses choix, il est souvent quand même inspiré, il sent les choses dans la lecture d'un match que le grand joueur qu'il a été lui permette de voir.
sincèrement, il y a toute une liste, puisque j'ai quand même eu le plaisir de faire pendant 30 ans ce métier d'entraîneur, qui est aussi passionnant que compliqué. Mais si je dois faire une liste de joueurs que j'étais sûr qu'ils allaient être entraîneurs, mais je ne le mets pas du tout en tête de liste. Oui, après, oui, peut-être entraîneur, mais jamais un entraîneur de haut niveau comme ça, je ne me l'imagine pas une seconde. Et comme quoi, même avec mon expérience, je peux me tromper. Mais je pense qu'il n'est pas né entraîneur, il est devenu entraîneur. Et c'est aussi pour ça qu'il a pris autant de temps. Il a été conseiller d'abord de Florentino Pérez, il a été aussi directeur sportif, il a pris les jeunes, il a pris la réserve. Et il a été adjoint. Il a travaillé, en fait. Il a travaillé et il a tout Comme observé. quand il était joueur. Il a tout observé avant de devenir entraîneur. Donc je pense qu'il est devenu entraîneur. Il se posait la question au début, je crois qu'il ne voulait pas le devenir. Non, C'est ce que Guy Lacombe nous le racontait dans le livre sur Zidane. Il disait au début, il ne se voit pas du tout entraîneur, Zidane. Pas du tout. Tu t'imagines ce qui réussit quand même, parce que si je me rappelle bien, il remplace Benitez. Mais Benitez, il le remplace après 6 mois. Benitez fait quand même 6 mois. Benitez, c'est Benitez, c'est quand même l'entraîneur qui fait ce 3-3 mémorable dans Liverpool-Milan. Et Zizou, après avoir connu Ancelotti, après connaissant Ancelotti, il a maintenant Benitez, ça lui permet encore de voir ce que Benitez fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il aurait peut-être dû faire. Et quand on dit qu'il gagne 3 Champions League d'affilée en 3 ans, même pas. En 2 ans et demi, il gagne 3 Champions League. C'est encore plus extraordinaire. C'est même impensable. Mais c'est impensable parce que, déjà, un bon joueur ne fait pas forcément un bon entraîneur, on le sait. C'est l'inverse, même. Et qui plus est, on a un parcours, quand un joueur devient entraîneur, où typiquement, il va se faire les mains sur des clubs un peu moins prestigieux, des plus petits clubs pour un peu prendre de l'expérience, quoi. Mais là, on le voyait à Bordeaux, d'ailleurs, à un moment donné. On se disait, il pourrait être entraîneur de Bordeaux. Non, la grande particularité de Zidane, c'est qu'il est toujours extrêmement lucide sur lui-même. Ça, c'est une très grande qualité qu'il a eue toute sa carrière. Il pète pas plus haut que son cul, si je puis dire. Et c'est une phrase qu'il répète tout le temps. C'est bien être lucide, ouais. Mais... Il répète toujours ça, c'est genre, fais ce que tu sais faire. Fais pas plus, fais ce que tu sais faire. C'est des phrases qu'il répète souvent. C'est une qualité, ça. Et ce qui fait qu'il sait qu'il va faire... Il l'avait dit dans une interview avant qu'il devienne entraîneur, il dit, si je suis entraîneur, je serai un entraîneur atypique. Et il avait parfaitement conscience qu'il n'était pas un Mourinho, un Guardiola, que ce n'était pas un théoricien du jeu. Par contre, il avait une sorte de charisme naturel qu'il savait très bien utiliser. Moi, je l'ai interviewé plusieurs fois. C'est un type avec qui tu peux discuter parfaitement normalement. C'est un type très normal, très équilibré. Mais dès que tu mets la caméra, il sait qu'il est Zidane. Et à ce moment-là, il se met ses robinets d'eau tiède, tu sais pas trop, etc. Donc, quand il devient entraîneur, il sait qu'il a cette capacité, mais il sera pas entraîneur. Il ne sera pas entraîneur normal, c'est-à-dire que ce n'est pas un entraîneur qui va entraîner tous les clubs. Ce sera l'entraîneur de certains clubs, des clubs dans lesquels qu'il connaît déjà, qui est un peu dans sa zone de confort, si je puis dire, il connaît déjà l'entourage, et c'est Zizou, ce sera toujours la Juve, le Real, éventuellement Bordeaux, tu as bien fait de le dire, et l'équipe de France. Il ne fera jamais rien d'autre, parce qu'il n'a pas envie d'apprendre l'anglais, parce que la première ligue, il ne connaît pas, il n'ira pas. Par contre, il sait qu'il est un excellent entraîneur du Real Madrid. Et ça, s'il y retourne, et certainement s'il y retourne, il va regagner la Ligue des Champions. Alors, la question, hein, on est un petit peu dans l'actu, on parle de lui à la Juve déjà depuis des années. Hein. C'est quelque chose, voilà. Et lui-même l'a dit qu'il aimerait bien... Pour cette raison-là, parce qu'il connaît l'environnement, parce que c'est un club dans lequel il a joué, où il est déjà aimé. Puis c'est un joueur mythique de la Juve, on ne va pas se mentir. Là, aujourd'hui, on parlait beaucoup de lui à la Juve et... retentissement dans le monde des rumeurs. Le Landerneau. Ouais. On dit que finalement, il y aurait un petit truc déjà signé avec le Real, ou un accord en tout cas. Un préaccord, oui, il y a un préaccord avec le Real. Si Ancelotti part. part. Et ne gagne pas donc de trophée. Voilà, ne gagne Parce pas que de si trophée. Ancelotti gagne la Ligue des Champions ou Ou la même Coupe du Roi, la Coupe du Roi. et Ancelotti va rester normalement. Sauf si après, s'il veut partir pour le Brésil, la sélection brésilienne. Mais à votre avis, il pourrait prendre la tête de la Juve s'il ne va pas au Real cette année? Je pense qu'il a quand même une préférence pour le Real Madrid. Sa femme, vit Véronique, là-bas. adore le Madrid. Elle aimait pas Turin à l'époque. Je vois pas pourquoi elle aimerait Turin aujourd'hui. Et Dieu sait que Véronique est importante dans la carrière Bien sûr. Extrêmement de Zizou. importante évidemment. dans ses choix. Donc moi, je le vois plus aussi au Real Madrid ou à l'équipe de France. En fait, il L'idéal, aurait ça dû aurait aller en été équipe de France là, Bien sûr. maintenant. Mais Deschamps est arrivé encore une fois en finale. Il a faim. On ne va pas lui enlever ça. Non, mais c'est pour ça. Et c'est normal. Puis ils s'entendent pas non plus hyper bien, les deux. Ouais. Ils sont pas très potes, non.
Donc c'était plutôt l'équipe de France qui aurait été la suite logique. Donc il se dit. Moi, j'ai encore envie de rêver en tant que Juventino. Moi, je rêve de voir dégager Allegri pour n'importe qui, ça c'est une chose. Mais de voir Zidane à la Juve et pourquoi pas Del Piero dans le staff, reformer ce duo iconique, ça serait magique. Mais je pense qu'à un moment donné, de toute manière, il va avoir besoin d'un nouveau challenge, comme on se disait. Et même pour le Real, ils vont pas. Enfin, est-ce qu'à un moment donné, ça va pas être la fois de trop ? C'est ça la vraie question. Ça, c'est la question que j'allais poser. Et j'allais donner une précision que je donne systématiquement parce que j'ai l'impression qu'on ne fait pas la différence qu'on doit faire entre les deux métiers. Le métier d'entraîneur et le métier de sélectionneur. Et donc, quand tu as été entraîneur du Real Madrid et que tu as eu ces résultats, mais peut-être que tu as pris ta décision, en famille aussi, de se dire, bon, on est terminé maintenant, les matchs tous les 3 jours, hein, j'ai eu le plaisir, si on peut appeler ça du plaisir, de connaître ces calendriers, c'est tout simplement horrible. Quand on pense qu'on peut avoir le métier de sélectionneur, une dizaine de matchs par an, tranquillement avoir donc une situation familiale où tout le monde est content. Quand tu as ces matchs tous les 3 jours, le soir même du match, tu es déjà au match d'après, que tu as déjà préparé avec... C'est tout simplement inimaginable comme ça peut être difficile. Et je pense que Zizou avait, puisque maintenant il a peut-être changé d'idée, avait mis une croix sur la carrière d'entraîneur. Ça allait être un entraîneur, et si c'est comme vous le dites, qui retourne au Real Madrid, ben finalement, on va toujours lui dire que ça sera l'entraîneur du Real Madrid qui n'aura jamais été dans un autre club que le Real Madrid, en attendant l'équipe de France qui peut-être va être libérée dans une quinzaine de mois ou dans 2 ans de plus. Et ça, je pense que c'est son idée numéro 1. Donc d'être sélectionneur. Là, je vous écoute et je l'ai appris, je ne savais pas qu'il y avait un pré-contrat qui était prévu. Après, avec les pré-contrats, c'est illégal, donc ça vaut pas... Au Real. Ça vaut pas grand-chose. Ça veut dire que du côté de Real, ben, c'est très difficile de trouver un entraîneur. C'est très difficile de trouver un entraîneur qui vient, il y a quelques mois, de gagner tout simplement la Champions League et d'être champion d'Espagne. Là, ils peuvent gagner encore la Coupe du Roi. Et ils sont en demi-finale de la Champions League. Donc passer... Et ils marchent sur la Champions League. Ben oui, mais beaucoup plus que l'année dernière. Passer derrière Ancelotti, ben, je ne dis pas que je vois que Zizou, mais j'en vois pas beaucoup. Hein. Et la fois de trop, le truc, c'est que Zidane, à chaque fois, on se dit que déjà, on se disait le costume est trop large. En fait, non, le costume n'est pas trop large d'entraîneur. Il gagne une première fois, il choisit quand il part. Ça, c'est la grande spécificité de Zidane. C'est qu'il a choisi la fin de sa carrière en 2006. Son contrat, il devait continuer normalement au Real Madrid en tant que joueur. Il choisit la sortie. Il choisit, après ces 2 Ligues des Champions, de partir. Il démissionne, hein, il ne prend pas la dernière année de... Non, mais il démissionne à chaque fois. Donc, lui, il choisit le timing. Et quand il part la dernière partie du Real, il part, il envoie une lettre. Et là, pareil, il envoie une lettre un peu publique où il se permet de critiquer le club qu'il n'a pas soutenu dans les moments difficiles parce qu'il rate la Liga, etc. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de cette lettre, je viens de m'en rappeler. Il y a un truc qui a mis Florentino Pérez dans une colère terrible. D'ingratitude. C'était très surprenant. Ça s'est mal fini la deuxième fois. Hein. Mais c'est jamais fait virer, quoi. C'est quand même quelqu'un qui s'est jamais fait virer. Donc il choisit à chaque fois... Qui peut virer Zizou, de toute manière Là, aujourd'hui, il n'a aucun résultat qui fait, de toute manière, qu'on aurait pu le virer à un moment ou à un autre. Donc, au-delà du nom et du passif et de la légende qu'il est, il a prouvé. C'est-à-dire qu'il prouve à chaque fois. C'est pour ça que même s'il revient, en fait, on a toujours beaucoup de doutes. Et oui, parce en fait, il prouve à chaque fois, quoi. Voilà, en fait, on a des craintes, c'est pas des craintes... pour moi, les craintes, elles sont pas... c'est limite des craintes émotionnelles pour lui. Je me dis, purée, ça me ferait mal au cœur, en fait. Mais je pense que quand il sait quand partir à chaque fois, quand il est joueur, entraîneur, je pense que s'il revient... Il sait quand revenir aussi. Il sait revenir. Enfin, il va pas le faire pour rien. Mais je pense aussi qu'au fond de lui, il se dit, pourquoi il revient maintenant, c'est que je pense que ça doit le démanger quand même un peu, quoi. Comme c'est quelqu'un de grand match, comme disait Thibaut tout à l'heure, je pense que c'est quelqu'un de grand moment. C'est un compétiteur, c'est un immense compétiteur. Mais c'est pour ça que je le vois bien aussi revenir à la Juve, au-delà du fait qu'il l'ait dit aussi publiquement
plusieurs fois qu'il aimerait bien un jour, parce que je me dis, il y a un défi à relever aussi pour lui. Et se dire qu'il arriverait à gagner au Real et à la Juve, là, il y a une ouverture de nouveaux cycles, etc. Donc il y a des choses qui... Mais je suis d'accord sur le fait que, pour moi, il donnera toujours la priorité au Real. Il vit à Madrid, il est moitié voilà. espagnol, Donc, Zidane. Hein, donc il vit à Madrid depuis 20 ans. Ses enfants sont là-bas. Sa vie est là-bas. Après, effectivement, il peut se dire, je me fais un sorte de démon de midi, quoi. Je me fais un retour à la Juve, quitte à y aller tout seul, sans sa famille, en plan... j'y vais 2 ans, sans Véronique. Mais je pense qu'il veut prouver aussi que s'il gagne avec la Juve, toutes les critiques vont être enlevées. Parce qu'en fait, c'est possible, ça me rappelle, en fait, il a l'air d'être imperméable aux critiques, ou de pas lire. Mais en fait, typiquement, dans l'interview qu'il nous avait donnée, par rapport au fait qu'il s'était critiqué parce qu'il n'y avait aucune passe décisive entre Zidane et Thierry Henry, il raconte que la première chose qu'il a fait une fois qu'il allait donner la passe, c'est qu'il a dit à Thierry Henry, voilà, ça y est, je t'ai fait une passe, comme ça ils vont arrêter de parler, quoi. Les journalistes vont arrêter de parler. Donc je pense qu'il aimerait bien aussi prouver. Parce qu'il y a quand même toujours des critiques au fond sur Zidane. Hein. C'est quelqu'un qui critique toujours. Il y a des doutes. Mais il y a des doutes, mais le fait qu'il parle pas, le fait que c'est un robinet d'eau tiède, le fait qu'il fasse plein de publicité, il y en a qui disent que c'est un homme sandwich. Enfin, tu vois, il est quand même encore critiqué. Oui, quoi. mais après, je pense que Zidane, c'est une icône, c'est une légende. Mais je pense que malgré tout, tout homme a de l'ego. Il faut faire la différence pour moi entre l'ego et l'orgueil. Je pense que Zidane, c'est plus de l'ego que de l'orgueil. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de mal placé. Mais c'est aussi, à un moment donné, en tant que compétiteur, bien sûr, quand tu entends des critiques, etc., tu sais ce que tu vaux, tu veux appliquer ce que tu as, quoi. Il ne faut pas le prendre pour un faux modeste. C'est un faux modeste, Zizou. C'est pas quelqu'un qui... Tu peux pas avoir une carrière comme ça et être juste modeste ou être gentil. Il y a eu des conflits, il y a eu des... C'est un humain. Non, mais c'est drôle d'être obligé de le rappeler, tu vois, que c'est un humain. Mais que c'est quelqu'un qui a parfaitement conscience de l'aura qui dégage chez les autres et qui sait parfaitement l'utiliser. Et c'est marrant, quand tu as Zidane dans une pièce, ça t'est arrivé quand vous avez fait l'interview, tout le monde se met à parler à voix basse. Il y a Zizou. Ça m'est arrivé plein de fois, des 2-3 fois. J'ai vu à chaque fois, c'est attention, il y a Zizou. Et lui, il est très sympa, c'est pas du tout un type inaccessible, etc. Mais simplement, il a une telle aura, puis il est grand, il est beau gosse, il a les yeux verts comme ça, il t'arrête. Et tu te dis, tu sais, c'est comme un peu quand tu rentres dans les églises, quoi. Ça, tu fais attention. C'est sa prestance, son charisme. Il y a une charisme. espèce de truc qui se dégage, qui fait que lui le sait, ça, il le voit bien. Et il sait parfaitement jouer avec les joueurs. Et fait que ça marche très bien dans après, un vestiaire comme le Real. Hein. Oui, mais il est obligé. Il est obligé. Il y a un documentaire sur Kroos, et il y a des rushs qui ont été mis sur le site d'Arte. Il raconte qu'il était entraîneur juste pour voir Kroos contrôler le ballon. Ah oui, c'est vrai. J'adore. Et quand il parle de foot, il est incroyable. Il en parle assez peu, mais quand il en parle, c'est génial. Et c'est vraiment, il s'arrête sur des détails, tu vois. Et sur Kroos, il disait, moi, ce que j'adore chez Kroos, c'est son contrôle, sa capacité à se retourner, sa capacité à voir le jeu. Il dit, moi, c'est ça qui me manquait, en fait. Et c'est à l'époque où il était entre ces deux trucs. Il dit, ce qui me manque, c'est ça, en fait. C'est pas les matchs, en fait. Je pense que les matchs, c'est secondaire pour lui. Alors, il y a le côté compétition, mais c'est le côté entraînement, jouer, et puis continuer à jouer, parce que quand il entraîne, il joue. Hein. C'est lui qui met les centres, c'est lui qui met les... T'as souvent des vidéos où on montre les entraînements du Real Madrid où il est meilleur que les joueurs. Et il les bat sur les petits jeux, il les bat au taureau, il met des reprises de volée exceptionnelles, des frappes exceptionnelles. Je pense que ça, c'est quand même quelqu'un qui aime le jeu. Ce qu'il aimait, c'était jouer en bas sur le bitume à la Castellane avec ses copains. Quoi. Et ça s'est toujours ressenti dans son toucher de balle, de toute manière. Donc c'est un joueur, au sens premier du terme. Absolument. Coach, tu peux nous confirmer Absolument. Voilà, il aime le ballon. C'est vrai qu'il est quand même particulier. Parce que comme on vient de le dire, là, il a sa personnalité, tout en étant calme et en ne parlant pas très, très, très fort. Quand il est dans un vestiaire et quand il prend la parole, je peux te dire qu'il y a tout le monde qui écoute. Comment ce serait possible autrement quand tu vas dans le vestiaire du Real avec un parterre de stars? Qui peut se faire respecter à part un grand entraîneur? Coach, t'as été coach. Tu peux nous dire, t'as coaché des grands joueurs, t'es obligé de t'imposer. J'ai pas été coach du Real. Non, donc, mais quand bien même. T'as quand même coaché Zizou, entre autres. Oui, hein, donc voilà. D'accord, mais c'est vrai que ta question et ta remarque, être dans le vestiaire du Real Madrid avec ses joueurs, et notamment maintenant il n'y a plus un Ronaldo, un Benzema maintenant, c'est sûr que pour arriver à dominer ce vestiaire-là,
c'est sûr que Zizou lui arrive, mais c'est pas évident pour tout le monde. Mais attention, parce qu'il est dur, hein, quand Ceballos le critique, quand il part la première fois du Real et qu'il dit qu'il est content, qu'il est soulagé qu'il part du Real, quand il revient, le premier truc qu'il fait, c'est qu'il l'envoie en prêt ou il le vend, je ne sais plus s'il le vend ou il le prêt, mais Zidane, il est intraitable aussi sur son autorité, elle s'exerce. C'est pas du tout, simplement, c'est pas dans le conflit. C'est pas un tyran non plus, c'est un homme qui a besoin d'asseoir son autorité. Il a besoin d'allégeance, il faut voilà. faire allégeance quand même. Mais parce qu'il croit en ses idées. Et elles sont payantes, ces idées. Mais c'est quelqu'un qui n'est pas juste Enfin, c'est pour ça qu'aussi plein de grands entraîneurs se sont cassés la gueule. C'est que c'est pas juste parce que c'est un grand nom que le vestiaire le respecte. C'est aussi parce à Mourinho. Ouais, non mais enfin, mais Mourinho c'était plus qu'il n'a pas été un grand joueur, mais t'as tellement de grands joueurs qui ont été des très mauvais entraîneurs et qui sont pas arrivés. C'est que lui, bah, il se fait respecter parce que ça a été Zidane, mais aussi parce qu'il se met à la place des autres, il est humble. Et je pense que en tant que joueur, ça a toujours été quelqu'un qui a fait briller ses coéquipiers. C'est pas juste le joueur YouTube qui va faire que des highlights. C'est quelqu'un qui sait faire briller les autres. Et je pense que en tant que joueur, et bah ça s'est transposé quand il était entraîneur. C'est quelqu'un qui sait faire briller les autres et qui sait aussi prendre sa place. Mais il disait moi, j'aime pas les grands discours, j'aime pas faire des longs discours. Il dit, je donne toujours 2 consignes à des joueurs. Et je pense qu'il sait prendre sa place et aussi se mettre en retrait. C'est-à-dire qu'à un moment, un Cristiano Ronaldo, un Benzema dans le vestiaire, t'imposes, t'as un discours, mais après tu les laisses faire, quoi. Tu te mets en retrait. Même si, je pense qu'en tant qu'adjoint, il avait envie d'être interventionniste, je pense qu'il a compris que ça servait à rien une fois que les clés du match, après, elles lui appartiennent plus, quoi. C'est peut-être ce switch-là entre... C'est cette balance-là, cet équilibre-là qu'il a su comprendre. Et je pense qu'il maîtrise totalement l'institution Real Madrid, le vestiaire, la communication, les journalistes, l'équilibre des forces, le jeu de pouvoir. Je pense qu'il le maîtrise très très bien et que je ne suis pas sûr qu'il le maîtrise autant à la Juve ou qu'il le connaisse autant à la Juve. Je pense qu'au Real, il connaît tout. Ouais, c'est normal. Là, il est dans cette institution maintenant, dans un autre rôle depuis bien longtemps maintenant. Messieurs, on va terminer l'émission. Juste un mot pour vous. On est juste au début de la carrière d'entraîneur / sélectionneur de Zizou. Coach, pour toi, c'est juste le début de sa carrière ou c'est peut-être, ça y est, il a déjà fait le plus gros et... Cette carrière d'entraîneur, il peut très bien prendre la décision de l'arrêter et de se dire mais maintenant, je trouve trop fatigant cette carrière d'entraîneur et j'insiste sur le fait, imaginez-vous dans votre réflexion, tu es le Real Madrid, tu termines un match le lendemain matin avec une nuit que tu aies gagné, match nul ou perdu, une nuit qui a peut-être pas été extraordinaire et que le lendemain, tu es déjà à l'avant-veille d'un autre match et que tu es critiqué sur le moindre truc que tu peux faire ou avoir oublié. Il y a 5 changements maintenant. Tu as été bon uniquement que dans 4 changements. Le 5e changement, quand même, il n'était pas extraordinaire. Celui que tu as fait rentrer, il a raté 3 passes. Donc ça, ce métier-là, peut-être, il en a ras-le-bol et on peut le comprendre. Et donc, on va voir dans les semaines à venir, dans les mois à venir, s'il continue à attendre avec une certaine patience la possibilité d'être sélectionneur. Mais d'un autre côté, il doit commencer à se dire aussi, ça fait quelques mois, ça fait quand même maintenant une grosse période. Est-ce qu'on va toujours me faire confiance dans 1 an et demi, 2 ans ou 3 ans si je ne prends pas un club? Et ce retour au Real Madrid, c'est vrai que s'il existe et s'il se concrétise, peut-être qu'il va accepter. Mais c'est très délicat d'accepter après avoir réussi. Parce que ça voudrait dire, si des fois... Et il ne gagne pas la Champions League. Tu t'imagines, quand un Guardiola, il n'a toujours pas gagné, on va être sévère avec Zizou en disant « Qu'est-ce qui se passe ? Il ne gagne même plus la Champions League. » On dira qu'il est moins bon qu'avant. Oui, tu seras obligé. Donc, me mettre à sa place, c'est impossible, mais je préfère justement ne pas être à sa place parce que je ne sais pas sincèrement ce que je prendrais comme décision. Maxime ? Moi, je pense que, comme dit Thibaut, c'est un compétiteur et il ne va pas arrêter tout de suite. Tu as continué aussi, jusqu'à là, encore récemment, à être entraîneur, à être sélectionneur. Donc, tu es un compétiteur comme lui et je ne pense pas que tu te serais arrêté à son âge. Enfin, je ne le vois pas aller à la retraite ou devenir juste ambassadeur pour les marques qu'on connaît. Pour moi, il va vouloir continuer. Et puis après,
si on fait le comparatif avec la carrière de joueur, en fait, la carrière de joueur, ça s'est fini avec un cliffhanger qui est le coup de boule. On peut dire que ça s'est mal fini. Donc, finalement, dans sa carrière d'entraîneur, pour l'instant, tout est beau. Donc, est-ce qu'il n'y aurait pas une fin un peu similaire dans la carrière d'entraîneur avec un cliffhanger où ça se finit mal? Avant que notre ami donne son avis, je vous pose une question. En ce qui concerne les choix de Zizou, est-ce que, justement, il va faire le choix en se disant « Je vais quand même être critiqué si je vais au Real parce qu'on va me dire finalement il va qu'au Real » ou vous l'imaginez en train d'attendre et d'avoir fait une croix sur le métier d'entraîneur? Moi, je pense qu'il ne peut pas s'empêcher de revenir au football. C'est-à-dire qu'il essaye. Il essaye de s'éloigner. Au début, il voulait être manager et puis finalement, non. Et c'est l'appel du terrain. C'est un peu comme l'odeur du sang. C'est quelqu'un qui est un compétiteur et qui leur a beau dire « oui, je veux m'éloigner, je veux pas faire », à chaque fois, il revient parce qu'à chaque fois, il peut pas s'empêcher d'y retourner. Et que même, on dit il aime pas être critiqué, etc. Oui, mais en même temps, il aime bien aussi qu'on lui dise qu'il est formidable et qu'il est encensé. Si on n'aime pas les critiques, c'est qu'on aime bien être encensé. Il s'en fiche pas. Et c'est normal, quand tu es à ce niveau de performance, quand tu es ce type de personnage. Je crois qu'il reviendra de toute façon. Il y aura toujours cette voix. Il y aura toujours cette voix qui va l'appeler, il y aura toujours cet appel du terrain. C'est un peu l'appel du destin, j'ai envie de dire. Ouais, mais lui il le sent. Mais quand tu as une passion comme ça, enfin, je veux dire, ça arrive à tous. Je veux dire, c'est là où il est le meilleur. Je suis d'accord. Et en plus, le mec, dès qu'il se penche sur quelque chose, il gagne avec des champions. Alors, bon, tu vois. Bon, on va être patient et on verra ce que l'avenir nous réserve. Messieurs, merci beaucoup pour cette troisième et dernière partie. Ça y est, on a terminé le chapitre Zizou. 3 parties incroyables. C'est la première fois qu'on fait 3 parties. Et j'espère que vous avez kiffé. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Dans la légende.